Vous nous écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Je le disais à l'entame, c'est une innovation en tout cas cruciale qui pourrait mettre de l'eau au moulin de la décentralisation en Guinée. Une fonction publique pour les collectivités de Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en a présenté donc le projet au conseiller du CNT. Il espère en tout cas ainsi appuyer l'autonomisation technique des communes et assurer donc les carrières des agents de collectivités guinéennes. Un projet qui coïncide avec un dialogue qui prend un coup au démarrage et une opération coup de balai en Haute-Guinée. Mori Kondé, il est le ministre de l'administration du territoire. Il est en direct ce matin chez les GG. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue à cette émission. On va donc commencer par vous entendre sur ce projet de loi que vous avez présenté aux conseillers nationaux de la transition. On parle donc de fonctions publiques au niveau des collectivités. Qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir au bout si cette loi venait à être adoptée? Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous les auditeurs de RFI et de Espace Plutôt. Comme je le disais l'autre jour dans mes propos, depuis l'an 2007, notre pays s'est engagé dans un processus de décentralisation qui n'a jamais été achevé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi en l'an 2017, le législateur a jugé nécessaire de faire une révision de cette loi sur la décentralisation qui, initialement en l'an 2007, transférer 32 domaines de compétences aux collectivités locales dans l'exercice des tâches à elles confiées. Et en l'an 2017, après la révision, ces 32 compétences ont été regroupées en 14 domaines de compétences, dont par exemple l'exercice de la santé primaire, des questions de l'assainissement, d'hygiène et du cadre de vie, de l'éducation élémentaire primaire et secondaire et de plusieurs autres questions. Maintenant, pour opérationnaliser cela, il fallait faire un transfert, après le transfert de compétences, il fallait faire un transfert de ressources financières. D'où la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes d'autonomisation financière des collectivités en région forestière que certaines organisations non gouvernementales ont menées, dont la mienne que je dirigeais à l'époque. Et progressivement, ce programme s'est élargi au niveau national et on a fait un passage à l'échelle. Et comme après le passage à l'échelle sur 300 et quelques collectivités locales, il fallait faire un programme ou une organisation. C'est ainsi que l'agence de financement des collectivités a été créée en vue d'assurer ce processus de transfert des ressources aux collectivités. Maintenant, aujourd'hui, les ressources sont transférées aux collectivités. Comme vous le savez, entre 2019, 2020 et 2021, il y a plus de 2 000 et quelques milliards à ces collectivités. Mais il se trouve que les collectivités n'ont pas les moyens humains, ils n'ont pas les capacités requises qu'il faut de façon technique pour conduire ce processus. Pour conduire ce processus de décentralisation à terme. C'est pourquoi nous avons exigé. Est-ce que c'est déjà très... Est-ce que c'est déjà très certain la question des ressources? Parce que vous dites, vous avez transféré des ressources. En plus des compétences, vous avez transféré des ressources. Il me semble que vous parlez de l'ANAFIC qui a pu aider à réaliser quelques projets. Jacques Lewa, en fait, j'ai fait l'historique pour vous. Oui. J'ai fait l'historique pour vous et les auditeurs, c'est pour que vous compreniez d'où nous venons. Et juste pour vous appeler ça, il y aurait d'autres questions et après mon intervention. Donc je disais, ces compétences étant transférées par le Code des collectivités, il fallait s'atteler à faire le transfert de ressources. D'où la création d'un outil qui assurera la mobilisation des fonds et la mise à disposition des collectivités. C'est ainsi que l'Agence nationale de financement des collectivités a été créée. Lorsque l'agence a été créée, il fallait maintenant identifier les sources en termes de ressources qu'il fallait mettre à la disposition de cette agence pour les collectivités. C'est ainsi que le gouvernement a décidé de la création de 2 BAS. Les BAS, c'est le budget d'affectation spéciaux. Donc vous avez le BAS FNDL, le Fonds national de développement local. Il y a trop de bruit, je ne vous ressens pas bien maintenant, il y a trop de bruit. Mais nous vous entendons très bien, monsieur le ministre. Vous pouvez continuer à expliquer. Donc je disais, le BAS FNDL, le Fonds national de développement local, a été créé à cet effet. Ce BAS-là représente 15% des revenus issus de l'exploitation minière. Un autre BAS a été créé, c'est le BAS FODECON, le Fonds national, le Fonds de développement des communes de Conakry.
Donc, ces 2 bases qui sont mises à disposition des communes de l'ANAFIC pour être transférées aux collectivités. Mais toujours dans le cadre de l'appropriation et de l'exercice des compétences à elles transférées, les communes n'ont pas de ressources humaines de qualité pour pouvoir mettre en œuvre. Conséquence, c'est les cadres des services déconcentrés du ministère de l'Administration du territoire qui mettent leurs mains dans la gestion des collectivités. C'est pourquoi alors nous avons décidé d'initier ce projet de loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales pour qu'enfin, lorsque cette loi sera adoptée par nos honorables conseillers et promulguée par le président, que les collectivités elles-mêmes puissent se doter en fonction, chaque collectivité, sa spécificité de ses besoins, de ressources humaines de qualité à travers la fonction publique locale pour exercer librement les compétences qui leur ont été transférées par le Code des collectivités. Mais notre avantage sur cette loi, aujourd'hui, vous avez plusieurs grandes collectivités. Quand je prends une collectivité rurale comme Mapaya, je prends une collectivité rurale comme Sangareli, ces 2 collectivités, par exemple, ont des populations qui dépassent aujourd'hui les populations de certaines préfectures dans notre pays. Et comme nous l'avons dit depuis le 5 septembre, l'un des principes du PNRD, c'est de pouvoir améliorer la fourniture des services sociaux de base. Mais aujourd'hui, je prends 2 secteurs plus simplement, l'éducation et la santé. Notre système sanitaire en Guinée a été calqué sur le système de l'administration territoriale. C'est-à-dire qu'un hôpital régional correspond à une région, un hôpital préfectoral à une préfecture, un centre de santé à une sous-préfecture. Conséquence, l'État n'est pas en mesure d'offrir les soins de santé et l'ensemble des services publics convenablement parce que vous avez aujourd'hui une localité comme je disais, Sangareli, dont la population est 2 fois supérieure à la population de Fria. Qu'est-ce qui se passe? À Sangareli, on a un seul centre de santé. À Fria, nous avons 6 centres de santé, un hôpital préfectoral, 4 ambulances. Si à Fria, les femmes enceintes, les personnes qui doivent être évacuées ont toute la possibilité de se faire soigner convenablement, à Sangareli, les populations subissent la mauvaise répartition des richesses nationales à travers la fourniture des services sociaux de base. Donc, moi j'ai envie de vous entendre sur, si vous voulez, les relations finalement qui vont exister entre les structures centrales et cette fonction publique locale, cette fonction publique au niveau des collectivités. Je prends un exemple tout simplement sur la santé, puisque vous en parlez. Est-ce que vous dites que lorsque la loi passe, le maire de la commune, que ce soit de la commune urbaine ou la commune rurale, aura la possibilité de recruter du personnel sur place, de l'entretenir et peut-être de le gérer directement avec quels moyens? Est-ce que c'est ce que vous venez de citer, ANAFIC, Fonds du développement local? Justement, ce que je suis en train de vous dire, si tu me laissais aller au bout de ce que je disais, ça aurait permis. En fait, je fais tout cela pour vous permettre de mieux comprendre. En fait, dans le cadre de la fourniture des soins, comme je le disais, l'ancien code des collectivités qui date de 2007 et le code des collectivités en vigueur à date, tous ces 2 codes ont transféré la compétence liée à l'exercice de la santé primaire aux collectivités locales. Cela voudra dire quoi? Les postes de santé et les centres de santé relèvent des collectivités locales. Les collectivités locales ont la charge de leur construction, de leur entretien, de leur équipement et de la fourniture des services qui se font à l'intérieur. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi nous insistons pour l'adoption de cette loi, parce que les collectivités qui sont censées recruter le relais communautaire, les payer, les agents de santé communautaires, les médecins, les payer avec l'appui technique bien évidemment des services du ministère de la Santé, notamment l'inspection régionale de la santé et la direction préfectorale de la santé. Aujourd'hui, ces collectivités-là ne disposent pas de cadre réglementaire pouvant les permettre de faire le recrutement de ces personnes au niveau des structures de soins. Comme dans tous les pays du monde, les centres de la santé primaire, les centres de santé et les postes de santé sont du ressort des collectivités. C'est celles qui assurent le plein pouvoir là-dessus, sur toute la ligne. Maintenant, les anciens régimes passés en Guinée, dans le souci de maintenir toujours la main de l'administration centrale sur ces structures sanitaires, n'étaient pas allés au bout de la décentralisation. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque, les comités de santé et les comités de gestion de santé avaient été créés à côté de ces structures qui sont présidées par les maires. Maintenant, nous voulons aller, comme dans tous les autres pays, pour permettre aux collectivités, comme déjà ils reçoivent les ressources, comme je le disais, vous avez le Fonds national de développement local qui est perçu sur les revenus miniers, qui est donné à la nation, qui envoie aux collectivités, pour qu'elles-mêmes, en tant que collectivités, puissent assurer la plénitude de l'exercice des compétences qui leur sont transférées. Mais l'autre chose,
ces questions de santé font partie des engagements. Monsieur le ministre, est-ce que je peux Oui. Monsieur le ministre, il y a quand même il y a quand même deux préoccupations importantes et toutes deux rejoignent les inquiétudes de Jacques. On sait bien que les ressources qui sont transférées aujourd'hui aux collectivités sont insuffisantes pour assumer toutes les responsabilités liées aux compétences transférées aux collectivités. Qu'est-ce qui va être fait, notamment au niveau de la mobilisation des ressources locales, l'identification et la mobilisation des ressources locales, parce que ça reste une véritable préoccupation aujourd'hui au sein de nos collectivités? C'est ma première question. La deuxième question touche à cette fonction publique des collectivités. Je sais par exemple qu'en Côte d'Ivoire, jusque-là, les agents des collectivités étaient gérés par le Code du travail et puis par la loi portant statut des personnels des collectivités. Sous quel régime a-t-on géré les personnels qui étaient détachés, notamment de l'administration centrale, vers les collectivités aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça va changer d'aller à cette fonction publique territoriale? Merci beaucoup. D'abord, pour la question de ressources, Pamba, aujourd'hui, les ressources qui sont transférées aux collectivités en Guinée, vous avez un système de préréquation où toutes les collectivités reçoivent un montant initial d'1 milliard sur la base de la population, de l'agglomération de la collectivité donnée. Il y a un système de préréquation également qui est fait pour les envoyer des ressources. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez aujourd'hui dans l'ensemble des collectivités d'autres recettes qui sont dans leur assiette fiscale. Donc, de la même manière que nous sommes en train de travailler pour présenter cette loi sur la fonction publique locale, afin d'appuyer les collectivités et d'assurer l'autonomie de la plénitude de l'exercice des compétences à elles transférées. De la même manière, nous sommes en train de travailler pour renforcer l'assiette fiscale des collectivités, identifier d'autres recettes au niveau des collectivités, mais également procéder à la sécurisation des recettes déjà existantes. Monsieur le ministre, soyons d'accord. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on soit d'accord. Les fonds transférés, normalement, ça doit rester des fonds complémentaires. Sur la base de ce qui est mobilisé au sein des collectivités aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est totalement insuffisant, totalement dérisoire, pour reprendre le mot de Mohamed Mara, par rapport aux compétences qui leur sont transférées. Qu'est-ce qui va être fait concrètement? C'est quoi la recette au niveau du département, même au niveau des collectivités, pour rehausser la technicité des communes et des élus, pour parvenir à cela? Si tu me laissais finir, Tamba, ça t'aurait permis d'avoir la réponse à ta question tout de suite. Allez-y. Ok. Donc, je disais, en plus des ressources transférées aux collectivités, aujourd'hui, nous avons un processus de renforcement de l'assiette fiscale des collectivités à la base, mais également de sécurisation des ressources existantes. Parce que ce qu'il faut préciser, nos collectivités ne manquent pas de ressources au niveau de la base. C'est plutôt la mobilisation et la gestion des recettes que les collectivités perçoivent à la base qui fait défaut. Il n'y a pas un problème de recettes au niveau des collectivités. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes attachés des services d'une structure qui accompagne la plupart des collectivités ivoiriennes dans le cadre de la sécurisation à travers... Mais en termes de gestion alors, en termes de gestion de tout ce qu'on va, des ressources, quel est le mécanisme que vous allez mettre en place pour sécuriser ce que ces collectivités vont collecter comme fonds? S'il vous plaît, en fait, je pense que si vous laissez le temps pour que vous compreniez, ça va vous... Oui, mais monsieur le ministre, il faut quand même qu'on pose des questions. Il faut qu'on pose des questions entre-temps. Allez-y. Donc, comme je disais, en plus des ressources qui seront transférées aux collectivités, il y a un processus aujourd'hui de renforcement des collectivités pour la sécurisation des recettes au niveau local. Mais à côté, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans la lettre de mission qui a été assignée, nous avons travaillé avec le ministère du Budget pour voir en fonction des ressources mobilisées comment renforcer également les transferts des ressources de l'État vers les collectivités. Mais nous nous sommes butés toujours à un problème de cadre réglementaire. Et quelle que soit aujourd'hui la volonté que le gouvernement a pour renforcer les ressources qui se mettent à disposition des collectivités, s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui soutient les collectivités dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, on ne peut pas. Je vous donne un exemple. Lorsque cette loi sera adoptée, les agents techniques de santé qui sont déployés au niveau de ces collectivités, qui sont aujourd'hui pris en charge par le budget national à travers le ministère de la Santé, ils ne vont pas quitter, ils resteront. Mais sauf que leur niveau de prise en charge
changera désormais de tutelle. Au lieu que ce soit le budget central qui prenne en charge ces agents de l'État au niveau de la santé, c'est cet argent-là qui sera payé aux collectivités en plus des ressources du FNDR qui leur sont mises à disposition. Donc, et progressivement, en fonction des recettes que notre pays a la capacité de mobiliser pour faire face au financement des projets d'investissement, les ressources des collectivités se verront augmenter. Maintenant, de l'autre côté, comme dans tous les pays aujourd'hui, les processus de sécurisation des recettes des collectivités qui sont engagées, nous sommes engagés également dans cela à travers des structures qui accompagnent d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui sont aujourd'hui en train de travailler avec, dans l'Afrique où nous avons pris, dans les 5 communes de Conakry, 2 communes pilotes, et à l'intérieur du pays, 8 communes pilotes, qui vont être accompagnées dans ce processus et voir ce que ça va donner pour davantage rehausser le niveau de ressources au niveau de ces collectivités à la base. Monsieur le ministre, au niveau de la clé de répartition, je vois que vous avez équilibré la clé de répartition, mais est-ce que ça ne devrait pas être fait selon les besoins des collectivités, selon la taille et les besoins des collectivités, parce que vous vous rendez compte qu'une collectivité ou une ville ou une préfecture peut être grande, mais la population dense et les besoins ne peuvent pas être les mêmes qu'une autre petite et la population moins dense. Oui, je pense que vous n'avez pas bien suivi. Sinon, je disais tout à l'heure que au niveau des ressources que nous transférons aux collectivités, vous avez un système de prélocation qui est mis en place. Vous avez un montant initial de base qui est payé à toutes les collectivités de la même manière et en fonction des spécificités et de la population de chaque collectivité, il y a un système de prélocation qui est mis en place pour calculer le montant correspondant pour payer à chacune des collectivités. Donc, en plus du montant initial de base, vous avez un autre montant qui est payé en fonction des spécificités. Mais à côté, ce n'est pas seulement suffisant. Vous avez par exemple d'autres collectivités qui abritent des entreprises minières qui n'ont rien à voir avec les fonds du FNDL qui sont payés. Ces collectivités, en plus des fonds du FNDL qui sont payés dans l'ensemble du pays, ces collectivités qui disposent d'installations d'entreprises minières reçoivent encore d'autres ressources appelées le Fonds de développement économique local, le FODEL, qui vient encore en appui au financement de leur FNDL et de leur PH. Oui, mais techniquement, comment se fait la remontée des informations selon les besoins, selon les localités au niveau du MATD pour pouvoir identifier le besoin réel de chaque collectivité et investir proportionnellement? Comment se fait la remontée des informations selon les besoins? Non, écoutez, je pense que sur ce terrain, il serait bien que vous vous attachiez les services de quelqu'un qui pourra bien vous expliquer à la personne de Tamba. Il pourrait bien comment ça se passe. Non, monsieur le ministre, Tamba n'est pas le ministre. Écoutez, quand vous posez la question, oui. vous me laissez vous expliquer. Oui, mais vous dites au niveau des collectivités, vous avez un dispositif de planification qu'on appelle le DPC. Il y a un diagnostic participatif communautaire qui est réalisé dans toutes les collectivités. Sur la base de ce diagnostic participatif communautaire, il y a un document qui est élaboré qu'on appelle le PDL. Ce PDL prend en compte les spécificités de chaque collectivité. C'est sur la base de ce PDL. Ces PDL-là, toutes les collectivités en Guinée disposent de ce document qu'on appelle le PDL, le plan de développement local. C'est sur la base de ce document que les mêmes collectivités encore décident de faire le PAI. Le PAI, c'est le plan annuel d'investissement. Chaque année, ils regardent le contenu de leur PDL. Sur la base des priorités, ils tirent des activités qui passent dans ce document qui s'appelle le PAI. C'est sur la base de ce PAI maintenant que lorsqu'ils reçoivent les ressources et lorsqu'ils mobilisent les ressources à la base, qu'ils financent leur PAI. D'ailleurs, je vous informe que aucune action n'est possible en termes de réalisation dans une collectivité si l'action n'est pas initialement inscrite dans le PDL et dans le PAI de la collectivité avant son exécution. Et si il arrivait qu'on veut, que nous voulons réaliser une activité dans une collectivité, il faut faire obligatoirement l'actualisation du PDL pour faire prendre en compte l'action nouvelle qu'on veut réaliser et le faire prendre en compte encore dans le PAI avant son exécution. C'est pourquoi je disais que ça demande beaucoup plus de sécurité. D'accord. Monsieur le ministre, j'entrevois bien la réponse, mais pour en avoir le cœur net, je vous pose quand même la question. Ce personnel, si tant est que la loi en vue est donc votée par le CNT, ce personnel des collectivités, donc la fonction publique territoriale, il va bien être soutenu sur la base du budget national. Est-ce bien cela? Ils ne seront pas soutenus sur la base du budget national. Je pense que je vous avais expliqué, mais vous n'avez pas compris.
Je vous donne un exemple aujourd'hui. Le MATD, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement préuniversitaire, vient de procéder au recrutement de 18 000 enseignants contractuels dans les collectivités. Oui. Vous prenez un bon exemple. Allez-y. Comment ça fonctionne? Pour faire le recrutement. Maintenant, les 18 000 là vont être payés par les collectivités. Mais comment? L'argent antérieurement qui était payé au ministère de l'Éducation pour payer ces 18 000 contractuels, c'est cet argent-là qui sera désormais coupé pour repartir aux collectivités en fonction des nombres qu'ils disposent à la base. Donc, en plus, mais c'est le budget national. Donc c'est le budget national. Donc c'est le budget national. Le transfert de fonds également qui viendront s'ajouter à cela. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, parlant toujours de ces ressources à titre indicatif, la loi des finances en 2022 dispose notamment, prévoit en son article 7 que 5,92% des recettes douanières sont donc allouées à ce fonds-là qui est mis en œuvre à travers l'ANAFIC. Dites-nous, pour donc à la fin de cet exercice 2022, à combien s'est élevé finalement ce montant globalement? Bon, je vais d'abord clarifier que ce n'est pas 5, cela est du domaine de la loi. 5,92%. J'ai la loi des finances sous les yeux, monsieur le ministre. Si vous pouvez me laisser finir, ça va vous permettre de comprendre. Allez-y. Ce n'est pas 5, et quelques. C'est le niveau de mobilisation que le ministère du Budget a estimé à 5, et quelques. Mais c'est plutôt 10% des revenus issus de l'exploitation de l'aéroport et du port qui représente le fonds, l'abondement du fonds Fodécon, le fonds de développement des communes de Conakry. C'est également 15% des revenus issus des mines qui représentent l'abondement du Fonds national de développement local. Ceci dit, les 5, et quelques qui sont dans la loi des finances, c'est les prévisions en termes de mobilisation des recettes qu'ils ont réparties sur les ressources mobilisables qui représentent 5, et quelques. Mais logiquement, ça doit être les 10%. Maintenant, au niveau 2022, comment 10% de quoi au juste? Nous sommes aujourd'hui au mois de décembre. Jusqu'à maintenant, là, le président n'a pas encore finalisé le processus de mobilisation de ces fonds. Normalement, si nous sommes en situation normale dans le pays, c'est chaque mois, dès que les ressources sont disponibles, on coupe tout de suite à la source. Mais vu que notre pays, nous avons un problème de recettes, lorsque ces fonds sont mobilisés, c'est mis à disposition du président, l'État dépense en attendant de procéder au transfert sur les comptes des collectivités. À date, il y a une bonne partie de ces montants qui sont mobilisés, qui sont mis à la disposition de l'Afrique. Alors, monsieur le ministre. Non, il est là. Le compte est zéro au 3e mois de l'année suivante. Ça s'entrecoupe au fait. Allô? Vous êtes là? Je vous reçois. Oui. Oui. Allez-y. Je veux quand même vous entendre sur le cas des enseignants puisque vous avez pris un exemple là-dessus. Vous avez pris cette décision et il se trouve qu'il y avait des enseignants communautaires qui étaient pris en charge par les communautés et tous ceux-ci sont désormais reversés dans le groupe des enseignants que vous avez recrutés, disons avec les municipalités pour pouvoir faire le job aux côtés du ministère de l'Éducation. Sauf que nous apprenons que depuis 2 mois déjà, ils sont en activité, ils n'ont pas de salaire. Est-ce que ce n'est pas déjà le début des problèmes avec cette solution que vous avez bien voulu apporter? Merci beaucoup. Et pour le lancement, pour le démarrage d'un processus aussi lourd que la mise en place d'une telle activité au niveau communautaire, il faut s'attendre à un lourd démarrage. Ceci dit, chaque année, les enseignants contractuels, lorsqu'ils signent leur contrat avec le ministère de l'Éducation nationale et l'aide de déploiement, ils n'ont jamais été payés 3 mois avant. Parce qu'il y a tout un tas de procédures qui est derrière. Ce que j'ai dit, c'est bel et bien vérifiable. Maintenant, à date, les collectivités ont reçu sur leur compte l'argent égal au paiement des contractuels qu'ils ont engagés dans le cadre de ce processus que nous avons avec le ministère de l'Éducation. Maintenant, ils vont travailler avec les directeurs préfectoraux de l'éducation et les DSE, les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, pour pouvoir
procéder au paiement de ces enseignants le plus tôt que possible. Ce matin d'ailleurs, avant de venir à l'antenne, j'étais avec le ministre Guillaume Avine, où on était en train de discuter pour voir comment les DPE puissent se mobiliser très rapidement pour appuyer ces collectivités afin de procéder au paiement. Parce que ce que vous devez comprendre aussi, les années antérieures, il y avait un gouffre total dans ce processus de recrutement des enseignants contractuels. Donc, qui parle aujourd'hui de recrutement spécifique pour chacune des collectivités, il y a aussi un processus d'élagage de toutes les personnes qui, avant, pouvaient s'inscrire sur ce processus, mais qui n'étaient pas enseignants au niveau communautaire, au détriment de ceux-là qui travaillent effectivement. Donc, il fallait aussi purger cette liste à date. Les équipes ont fini de travail au niveau du ministère de l'Éducation et de l'administration du territoire. Les bus ont été retournés au niveau des collectivités. Les processus de paiement vont commencer cette fin de semaine et boucler la semaine prochaine. Parce que l'avantage est que chaque collectivité qui paye, l'enseignant qui enseigne celui dans sa localité. Alors, Monsieur le ministre, on va aborder un tout autre sujet, mais quand même, je pense que ça peut faire l'objet d'une question, mais aussi d'une suggestion. Parvenir à la décentralisation telle que vous le rêvez, ce serait pas mal d'envisager un vaste programme permanent, régulier justement, de formation, de renforcement de capacités pour nos élus, pour leur donner les outils avec leurs techniciens justement, pour identifier et mobiliser les ressources. Ça reste une véritable préoccupation, sinon toutes ces ambitions vont avoir un véritable problème. Je pose quand même la question de la Haute-Guinée. Ces derniers temps, permettez, je pose les questions et vous allez réagir derrière. La Haute-Guinée a fait quand même l'objet de pas mal... Allez-y. Donc, je vous informe qu'à date, comme je disais à l'entame de mes propos, ce que nous ambitionnons est de doter la vie d'un système de décentralisation comme tous les pays. C'est pourquoi vous avez au MATD un centre qu'on appelle le centre de formation de Térédou. Si vous regardez le cadre organique du MATD, nous l'avons érigé en EPA, le Centre national de formation des cadres et médicaux. Mais nous ne sommes pas limités là. D'ici le premier trimestre du mois de l'année 2023, nous allons conduire les journalistes que vous êtes à l'inauguration des centres régionaux de formation des administrateurs territoriaux et des élus locaux dans les régions de Boké, Labé, Tanka et Zérékouré. Et à partir du troisième trimestre de 2023, nous allons engager la construction des mêmes centres à Pindia, à Mamou et à Farana. Et ces centres-là ne sont pas des centres où les gens viendront sur des ateliers de formation pour bien encourager. C'est des centres de formation diplômantes et certifiantes où lorsqu'un administrateur territorial ou un élu local viendra pour une formation, c'est sur la durée. La durée minimale de ce pays, c'est 30 jours jusqu'à 6 mois. Ils seront internés. Ces centres-là sont partis sur des grands espaces où vous avez les dortoirs, pour les apprenants, pour les enseignants et toute l'administration. Parce que pour moi, on ne peut pas faire de véritable décentralisation tant que nous n'avons pas des outils qui permettent vraiment aux collectivités d'être assez fortes et aux administrateurs qui ont la charge de leur encadrement et le contrôle de l'égalité de pouvoir également travailler avec compétence et expertise. Voilà, le ministre de l'administration du territoire. On va revenir, hein, Tamba. Malheureusement, on est pris par le temps. Monsieur le ministre, ça serait super intéressant que vous restiez avec nous dans la deuxième partie de l'émission sur Radio Espace et sur Espace TV. Le temps d'une pause, on revient à 10h. Oui, vous nous écoutez sur Suite FM Guinée également, 99.1 ici à Conakry, administration des collectivités vers la création donc d'une fonction publique territoriale. Le ministre qui revient à l'antenne, mon cher Mohamed Mara, Mori Kondé, il est en direct. Monsieur le ministre, bonjour. Allô Voilà. Oui, Monsieur Kondé, l'autre question, l'autre inquiétude soulevée dans ce studio réside quant à la qualité, j'allais dire, des administrateurs eux-mêmes, notamment des conseils communaux. Tout ce que vous nous décrivez là est bien beau, mais on imagine énormément
les montants qui vont être alloués à ces collectivités et qui devraient être gérés notamment quant à l'administration à leur fonction publique par des collectivités. Nous savons parfois la qualité des élus dans ces communautés-là. Qu'est-ce qui va être fait pour finalement un convoyeur, un ex-convoyeur devenu maire, des gens qui n'ont pas été préparés à la gestion. Comment est-ce que tout cela va se dérouler? Merci beaucoup, mon cher. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons tous été témoins des dérives de gestion de nos collectivités, de notre pays, de 2005 jusqu'à maintenant. Et comme nous sommes dans une période de transition, et nous avons la charge de conduire les processus électoraux à tous les niveaux, il reviendra à vous et à nous, à toute la population guinéenne, de façon représentative dans les différents structures, aujourd'hui au Conseil de la transition et au niveau du gouvernement, de travailler sur le texte de loi qui ne favorisera plus à un conseil communal de se retrouver à la tête d'une collectivité qui nous fait ni revue et présidente. Cela voudrait dire clairement que les futures lois qui vont être élaborées pour pouvoir être candidats aux élections locales devra tenir en compte des dérives que nous avons connues à cause du directif des responsables au niveau des communes. Ça, c'est très clair. Pour moi, on ne peut pas vouloir faire une décentralisation achevée et penser encore à vouloir élire des conseillers communaux qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne peuvent pas interpréter même les outils mis à leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Pour moi, c'est impossible. Monsieur le ministre, un autre volet de cette interview, c'est par rapport justement à ce qui se passe dans les mines. Il y a eu beaucoup de bruit la dernière fois et puis nous avons aussi assisté, je ne sais pas si vous avez terminé ou vous vous reposez, avec beaucoup de décisions, de révocation de sous-préfets, de conseils municipaux et puis des responsables des mines. C'est quoi votre compréhension de la crise actuellement à Sigiri et à Mandiana? Ce n'est pas ma compréhension. Je suis l'autorité de tutelle de l'ensemble de ces services concernés. Et j'assure la tutelle des préfets, gouverneurs, des sous-préfets, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement du Premier ministre et de M. le Président de la Transition. Et de ce fait, je vais remonter un peu à la genèse de cette histoire. Au mois de septembre, en début septembre, j'avais fait un bref séjour dans la localité de Sigiri à cause d'incompréhension qui existait entre la SAG et les populations riveraines par rapport à l'envahissement de ces mines. Le micro est un peu dérangé, ça fait trop. Ok. Donc, j'avais été à Sigiri pour quelques heures afin de concilier les populations riveraines de Bouré et la SAG, dont le périmètre était envahi par des exploitants illégaux. Pendant mon séjour, j'ai été interpellé par un jeune en public. Il m'a dit, monsieur le ministre, moi je voulais vous parler. Je l'ai approché. Il m'a dit, est-ce que vous savez que toutes nos terres sont en train d'être détruites par les machines Cochrane avec la complicité de beaucoup de vos cadres? J'ai dit, bon? Il m'a dit oui. Il dit mieux, ils utilisent des produits toxiques, notamment du cyanure et du mercure dans nos eaux, nos rivières et nos fleuves risquent de disparaître. Comme je n'avais pas suffisamment de temps, j'étais allé pour quelques heures de discussion. Pour chercher à comprendre. Mais déjà, avant même de partir, un nom avait été cité dans ce truc. C'était l'ancien secrétaire général de la préfecture de Sigiri, chargé de l'administration, en la personne de M. Sekouba Traoré. Lui, son nom avait été cité. Lors du conseil interministériel qui avait suivi, et comme en tant que citoyen de l'ensemble des membres du gouvernement du Premier ministre, des collectivités et des sous-préfets et des préfets, j'ai rendu compte au conseil des ministres afin qu'on puisse prendre une sanction disciplinaire en attendant contre M. Sekouba Traoré. Chose qui avait été entérinée par M. le Premier ministre. M. Sekouba Traoré avait bénéficié d'une mise à pied. Et on a engagé les enquêtes. À l'issue des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que la question pour laquelle il avait été mis à pied, qui concernait la dissolution des bureaux de district de certaines localités qui se seraient opposées à cette affaire de Pocline, lui, il n'en était de rien.
grâce à un écrit du gouverneur qui nous a écrit officiellement pour dire que c'est le préfet qui avait pris la décision de district de district contre lui-même et son gré. Donc nous avons organisé une confrontation entre le préfet de Sigiri et le gouverneur de Kankan qui nous a permis de comprendre ce processus. Donc, M. Sekouba a été rétabli dans ses droits. C'est ainsi, lors de ma mission au niveau... Voilà, quelques soucis techniques avec le ministre, voilà, qui est en train de parler. Voilà. Oui. Pour bien comprendre. À l'issue de cela, maintenant, à mon retour à Kankan, j'ai rencontré le cadre du gouvernement de sécurité pour leur dire que comme à date, toutes les autorités nues avoir donné un document expressement pour ces exploitations illégales, nous allons faire une opération commandée où nous allons procéder à la saisie de tout le matériel de toutes les personnes qui seront impliquées et faire l'arrestation de toutes les personnes. Maintenant, si pendant ce processus, on se rend compte que quelqu'un est impliqué, la personne perdra son poste et il va répondre à la justice, devant la justice pour complicité. Étant à Kankan, j'ai été conseillé par un militaire pour dire que, monsieur le ministre, si vous voulez réussir cette mission, ne mettez ni la police ni la gendarmerie pour cette opération. Tâchez de confier cette opération à l'armée. C'est pourquoi, à mon retour, après avoir travaillé avec le chef d'état régional des armées, on a tout planifié, envoyé les hommes sur le terrain avec tous les moyens. J'ai pris une réquisition pour demander à l'armée d'aller intervenir pour faire ce processus. Lorsqu'ils ont commencé, un jour, 2 jours, 3 jours après, les rapports qui me sont parvenus par l'intermédiaire du ministre de la Défense à travers le chef d'état régional des armées a déjà montré les complicités du préfet de Sigiri, du sous-préfet de Tintinia, du sous-préfet de Djoko, du sous-préfet de Kourémalé. Parce que ça a été les 3 localités où des machines ont été arrêtées. Mais comme une autorité ne doit pas fonder ses prises de décision sur une seule source, nous avons demandé à la gendarmerie aussi de remonter certaines informations. C'est ainsi que le chef d'état-major nous a envoyé un ordre de mission d'une entreprise privée contresigné par le préfet disant de laisser ceux-ci à faire leur travail. Première décision, nous avons signé à M. le Président et au Premier ministre la décision de révocation du préfet. Après, progressivement, nous avons organisé une réunion, cette fois-ci en ligne, parce que je n'ai pas fait le déplacement, avec ces administrateurs pour leur dire que vous niez tout ce que vous n'êtes pas impliqué dans ce processus de destruction de notre environnement. Je serai sans état d'âme. Quelle que soit la personne qui sera impliquée, la personne ira répondre devant la justice. Donc, nous avons mis le mécanisme en place. Chaque fois que nous saisissons une machine Cochrane dans une localité, Alors, monsieur le ministre, vous êtes là? oui. Alors, il y a quand même cette question, monsieur le ministre, plutôt deux. Et ce serait ne pas l'assumer que de ne pas vous poser cette question ce matin. La première question, monsieur le ministre, la voici. Il y a que le préfet de Sigiri, des informations que nous avions, aurait donc été suspendu ou même démis de ses fonctions, oui, parce que il aurait signé un ordre de mission. Il aurait même émis un ordre de mission et que ce serait en vertu de cela qu'il aurait donc été démis de ses fonctions et même poursuivi. C'est quoi la vérité à ce jour? Parce que lorsque nous vous avons interrogé il y a quelques jours, vous nous disiez que la justice suivait son cours et que vous n'aviez pas à réagir là-dessus, vous n'aviez aucun avis à formuler. Quelle est la vérité à ce jour? Et puis, cette question, je disais qu'il fallait qu'on vous la pose pour lever tout point de voile sur ce type de suspicion. Monsieur le ministre, il se dit que vous-même êtes promoteur minier dans la zone, que vous auriez des machines qui exploitent de l'or là-bas et que toute cette action vise justement comme on dit, à vous couvrir et à davantage vous positionner dans l'exploitation aurifère. Quelle est la vérité? Merci beaucoup, Tamba. Comme je le disais la dernière fois, le principe il est clair au sein du gouvernement et au sein du CNRD. Nous essayons toujours de faire l'effort. Voilà, ça s'entrecoupe, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais le réseau. Allô, vous êtes là, M. Condé? De sécurité qui ont été... Ouais, voilà, quelques coupures, Il faut qu'on le rappelle. je comprends pas, voilà. Allez-y.
la position de la signature de M. le préfet. Mais l'autre élément également, M. le préfet est le représentant du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation de l'ensemble des membres du gouvernement, du Premier ministre et du plan de la République. Ceci dit, le préfet a l'obligation de veiller sur toutes les questions liées à la protection des personnes et leurs biens dans une localité donnée. De ce fait, lorsqu'un administrateur territorial, quelle que soit sa position, qu'il soit gouverneur, préfet ou sous-préfet dans sa zone, lorsqu'il refuse de jouer le rôle à lui confié par les textes de loi en ce qui concerne la protection des biens de l'État, des citoyens, de l'environnement, de tous les périmètres qui sont sous son autorité, il a failli à cette obligation en termes de responsabilité, les sanctions peuvent tomber. La révocation d'un administrateur ou de toute personne nommée par décret et leur révocation est du ressort du ministère de la République et sa discrétion, il le prend quand il veut ou il le veut. Maintenant, sur la question spécifique de faire des civils, il y a le représentant quand même de l'État à Sigiri. Lorsque vous sortez de vos studios aujourd'hui, vous envoyez une équipe à Sigiri de reportage, s'ils ont la possibilité de faire des volets en hauteur pour voir ce qui s'est passé à Sigiri, vous serez quand même très triste de voir ce qui se passe et dire que nous avons des communes de l'État qui sont à proximité de ces localités. Parce que, ce que je vais rappeler ici, la déconcentration et la déconcentration visent à rapprocher l'autorité de l'État à côté des citoyens. Donc, si les postes de préfet, les mairies ont été créées, c'est pour être le plus près des citoyens afin de faciliter la prise de décision et la protection de ces citoyens. Donc, c'est inconcevable pour nous que des personnes soient proches des citoyens et qu'ils soient présents, que des actions d'exploitation illégale, de destruction de notre environnement, d'utilisation des produits toxiques dans notre environnement soient faites et que ces personnes ne puissent pas, même un simple rapport, informer l'autorité de tutelle. C'est quand même grave. C'est-à-dire, hormis la signature d'un document hors de mission ou quoi que ce soit, il y a de la responsabilité de tout administrateur territorial d'intervenir. La preuve, si vous vous souvenez, à ma prise de sanctions quelques mois après, j'ai sanctionné, j'ai révoqué 2 sous-préfets dans la région de Mamou pour la simple raison que les 2 gars avaient laissé des coupes de bois dans leur sous-préfecture sans informer le préfet. Le principe, il est clair. Lorsqu'on reprend l'État, on a l'obligation de défendre et de protéger les citoyens de la localité. Et à cela, on doit subir tel que les textes de loi le disent clairement. Et ce n'est pas fini. Oui, pour les machines. Pour les machines. Les machines, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Mori Condé serait... oui. Êtes-vous un promoteur minier ou vous-même, est-ce que vous êtes concerné par les activités minières dans le Bouré? On nous apprend notamment que vous disposeriez de 3 machines vous-même. Écoutez, je pense que ça c'est un commentaire qui ne mérite pas d'être fait. Je suis celui-là qui, de par les pouvoirs qui me sont donnés en tant que ministre d'un territoire, qui assure le respect de l'autorité de l'État au niveau de la base, mais cette opération, c'est moi qui l'ai enclenchée, tous les moyens mis à la disposition des services, c'est moi qui le fais. Ceux qui me connaissent savent les activités dans lesquelles j'évolue, mais ces questions minières-là et cette économie de soi. C'est vrai qu'on peut prétendre sur certaines choses, mais je pense que pour ceux qui me connaissent même dans ce studio, savent quelles sont les activités. Si c'est un truc concernant une industrie commerciale, je peux dire qu'à Mori, on a appris que tu interviens dans tel ou tel, ou tu intervenais dans tel ou tel. Mais les questions minières, je suis loin de ça. Si j'étais là-dedans, je n'allais pas quand même avoir cette fermeté d'aller jusqu'au bout par rapport aux sanctions qui sont en train d'être infligées. Oui, mais vous savez, monsieur le ministre, cette réponse, elle n'est pas pour nous, justement, qui sommes dans ce studio, mais pour le Guinéen lambda qui apprend, s'il est là, qu'il y aurait une sorte de concurrence déloyale aujourd'hui, puisque vous-même seriez un acteur de ce domaine, et qu'en réalité, cette opération vise à faire remplacer un préfet qui était un peu réfractaire et d'autres personnes par vos propres hommes dans le Bouré. Et qu'est-ce que vous répondez clairement à ces accusations? Je peux vous assurer de quelque chose. En tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je juge la plénitude de toutes les décisions et nominations au compte de ce département ministériel. Donc, il n'y a pas de préfet réfractaire ou de préfet soumis au MAT. Tous les préfets sont des préfets qui sont nommés par le préfet, mais proposés par le ministre de l'administration du territoire, Mori Condé, que je suis. Tous les administrateurs territoriaux dans ce pays, gouverneurs, préfets, sous-préfets dans tous les secteurs, au niveau département, dans toutes les directions, c'est moi, Mori Condé, qui propose au président pour leur nomination. Si avant, les ministres n'avaient pas la possibilité de nommer les cadres pour faire le travail, aujourd'hui, l'air là est revu dans l'administration guinéenne. Au ce qui concerne le ministère de la décentralisation, tous les cadres, c'est moi qui les nomme. Donc, cet argument de dire que c'est un préfet réfractaire, parce que ça ne tient pas mieux.
le ministre, allez, Mouri Condé, je pense qu'il a un double appel. Est-ce que vous êtes là, monsieur le ministre? Voilà. Non, il y a un double appel, en fait. Il a un double appel, voilà. Et il nous a mis en entente, voilà. Il y a un double. Ou alors c'est son oreille, mais oui, nous sommes là. L'oreille peut activer. Oui, mais l'oreille peut activer. Est-ce que vous êtes là, monsieur Condé? Voilà. On va le rappeler là. Mohamed Gabi, ce serait quand même bon de le rappeler. Il faut qu'on le rappelle, hein, voilà. C'est très important parce que je pense que cette question méritait d'être posée, hein, mon cher Tamba. Absolument. Voilà. Il y avait beaucoup de spéculations autour de cela. Et elles étaient davantage nourries par le fait que on voyait le ministre assez présent dans le secteur minier. Au-delà de la question administrative que je lui reconnais bon gré, absolument, il y a quand même la question minière qui était, et c'était quelque chose en particulier, oui, là on est en train de le rappeler justement, et donc c'est ce qui nourrissait... Il est revenu, voilà. Allez-y, Mohamed. Oui, monsieur le ministre, oui. Oui. Je disais, laissez-moi finir, je disais que sur la question de l'exploitation de l'or, c'est moi qui ai demandé, qui ai informé le Conseil des ministres, le Conseil interministériel, le Conseil des ministres, il faut qu'il y ait des actions de répréhension de toutes les personnes qui interviennent dans l'exploitation illégale de l'or à Sigiri. Et je précise, tous les administrateurs territoriaux sont nommés exclusivement sur proposition du ministre de territoire et de l'agence que je suis. Donc il n'y a pas à dire de préfet réfractaire, ça c'est les arguments avancés par certaines personnes qui peut-être peuvent être en complicité avec les personnes qui ont été démises. Mieux, ce préfet qui a été démis, il n'était pas préfet avant. Il était en poste quelque part. C'est moi qui ai demandé à la gendarmerie, au haut commandant de la gendarmerie, est-ce que vous avez un cadre à qui vous faites confiance administrativement qui peut jouer le rôle de préfet dans une localité? J'ai reçu une liste de 3 personnes. J'ai fait un appel avec 2 de mes conseillers, des 3 personnes. Après évaluation, on a jugé que lui, administrativement, avait une certaine connaissance. C'est pourquoi il a été nommé là. Et celui-là qui va être nommé encore à sa place, c'est là moi qui choisirai qui doit être nommé le président, ne fera que prendre le décret de nomination. C'est pour vous dire que si avant, on pensait qu'on peut nommer un cadre en dessous d'un ministre et que ce cadre-là puisse devenir contre, l'ère là est révolue. Moi, j'ai la plénitude de l'exercice de mes pouvoirs au ministère de la décentralisation. Tous les agents territoriaux sont soumis au strict respect des textes de loi qui gouvernent l'administration territoriale et la décentralisation. Parfait. Donc, parfait. Alors, même si aujourd'hui il n'est plus en fonction, je reconnais en lui ce monsieur qui respectait la hiérarchie dans le cadre du travail. Le quoi qu'il aille avec le gouverneur, c'était autour de la même question d'exploitation illégale de l'or. Les écrits existent. J'ai essayé de faire un arbitrage. Lorsque j'ai compris que le gouverneur, effectivement, avait raison de se plaindre que le préfet aurait dissous des bureaux de conseil de district de Sétigia, qui est vérifiable, parce que ceci là s'opposait à une certaine activité de certaines entreprises. Donc, ce n'est pas le lieu d'étaler, mais je vous dis encore une fois, la question d'exploitation illégale de l'or à Sigiri, toutes les personnes qui sont dedans seront traquées et tous les agents qui sont utilisés pour commettre des abus sur notre environnement seront saisis et mis à la disposition des services de l'armée. Alors Maurice Condé, en direct ce matin, allez-y Tamba. Monsieur le ministre, il y a cette réflexion que 2 de mes collègues faisaient, que j'aimerais partager avec vous, dans l'exploitation de l'or à Sigiri. L'exploitation artisanale qui est aussi ouverte aux citoyens. L'avis nous vient justement de Sigiri, et ce serait que les populations qui n'ont pas les moyens des entreprises et des multinationales qui interviennent dans ce domaine-là ne réussissent pas à aller à un certain niveau de profondeur pour trouver le matériau précieux, ce qui nourrirait en quelque sorte une raréfaction de l'or pour ces populations qui n'ont pas le moyen d'exploitation en profondeur. Et donc, par effet de ricochet, les populations s'en prendraient à des entreprises comme la SAG, on l'a vu il y a quelque temps, comme d'autres entreprises se plaignant que celles-ci occupent leur territoire. Donc les occupations anarchiques seraient donc nourries par cela. Monsieur le ministre, quelle est la réflexion au niveau de l'administration du territoire, donc au niveau de votre département, pour penser l'avenir de ces localités-là? Je pense à Sigiri, et d'ailleurs, pour preuve à cette logique, il y a le cas de Kunsitel dans Gawal. Vous avez vu la ruée de ces exploitants, d'autres nationalités aussi, vers ces endroits. Quelle est la réflexion stratégique aujourd'hui pour prévenir tous les dégâts et même l'avenir de ces populations et de ces localités? Merci beaucoup, Tamba. Et vous savez, souvent j'aime dire quelque chose. On ne peut pas vouloir le lait
et la vache qui donne le lait. Les populations riveraines, par exemple, sur la question spécifique de la SAG, les populations riveraines reçoivent des ressources liées à l'exploitation des mines dans leur localité, à cause des périmètres qui ont été affectés à la SAG. Maintenant, s'il faut encore venir dans les mêmes périmètres travailler, il y a problème. La question aujourd'hui d'exploitation que nous jugeons illégale, illégitime dans la zone de Tigiri, c'est effectivement, ce n'est pas la population pauvre qui achète les machines Cochrane pour venir exploiter, mais ce sont des personnalités, des nationalités étrangères qui viennent dans des localités, moyennant une petite somme d'argent qui donne à des jeunes qui exploitent et qui extraient des grandes quantités d'or sans aucune réglementation à la matière. Maintenant, aujourd'hui, les réflexions qui sont en cours, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait pour davantage renforcer le dispositif d'exploitation artisanale qui est réalisé par nos frères et nos mamans qui n'ont pas les moyens d'aller en profondeur. Quels sont les périmètres qui peuvent leur être accordés pour qu'ils puissent continuer leur travail sans qu'il y ait des distorsions entre leur activité et les activités des multinationales qui évoluent dans la zone artisanale et ailleurs. L'autre élément à côté, par rapport à la ruée des personnes dans ces localités minières, je pense que peut-être c'est une première fois que ça fasse assez de bruit, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dans nos localités. Maintenant, il se trouve que notre législation est un peu muette sur la question liée à l'exploitation artisanale. C'est pourquoi, au niveau du gouvernement, nous sommes sous des réflexions pour pouvoir travailler afin d'accorder le minimum de réglementation, même au niveau de l'exploitation artisanale pour nos pauvres mamans et nos frères qui n'ont pas assez de moyens pour le faire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à Tigiri n'a rien à voir avec l'exploitation artisanale. C'est pour une destruction de l'environnement et de nos cours d'eau et de nos rivières. Mais la question de la migration aussi n'est pas exclue et le risque de conflit, monsieur le ministre. Quand Tamba parle de réflexion, c'est à tous ces niveaux. Est-ce que vous y pensez? Parce que le risque de conflit n'est pas exclu. Ça crache un peu, je n'ai pas compris la question. Je disais tout de suite que la question de la migration est une réalité là-bas parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de nationalités qui se retrouvent dans cette zone. C'est un risque sécuritaire et aussi le risque lié au conflit. Quand on va demander à ces populations de ne plus faire cette pratique qui existe depuis des années, elles n'ont rien d'autre à faire. Le risque de conflit, le risque est élevé. S'il vous plaît, le début de la question, je n'ai pas bien compris. Ça crachait, si vous pouvez revenir. La présence des étrangers, la présence de beaucoup de nationalités dans la zone et l'interdiction qui risque de compromettre la paix dans la zone. Comme je vous disais, l'État a l'obligation de protéger ses citoyens et quel que soit ce qui arriverait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre des étrangers ou des nationalités étrangères qui viennent en Guinée travailler ou investir. Mais nous voulons juste que les gens puissent se conformer à la loi. Pour quelqu'un qui dispose des machines, ça ce n'est plus l'exploitation artisanale, ça c'est industriel ou semi-industriel. Que ces personnes puissent se rapprocher des services du ministère des Mines, des permis de recherche, des permis d'exploitation minière, pour aller travailler. Mais on ne peut pas se cacher derrière nos pauvres mamans qui font l'exploitation artisanale pour venir avec des machines détruire notre environnement sans aucune forme de légitimité et de politique de compensation après environnementale et dire qu'il faut laisser ces personnes-là au nom d'un risque de construire bien quoi. Non, ce n'est pas possible. Nous ne cherchons personne, mais ce que nous demandons, que ceux-là qui ont les moyens pour pouvoir aller faire l'exploitation industrielle, qui se rapprochent du ministère des Mines, se mettre en règle vis-à-vis de la loi, se munir de toute la documentation, si c'est les permis de recherche, des permis d'exploitation, ainsi de suite, qui prennent ça et puis qui se rendent à Sidi, à Manga ou ailleurs pour aller travailler. Mais on ne peut pas quand même disposer de plusieurs moyens matériels et venir se cacher derrière l'exploitation artisanale autorisée pour nos mamans pour faire ce travail. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons été clairs. Nous exhortons tous ceux-là qui veulent intervenir dans le secteur de se rapprocher du ministère des Mines pour être dans la légalité. Mais pour le moment, tu ne peux pas prendre une machine et aller dire que c'est un exploitant artisanal au même titre que la vieille maman qui n'a que sa daba, une petite pioche et une calebasse pour faire l'exploitation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas confort.
Et c'est mieux, c'est proportionné quand même. Monsieur le ministre, malheureusement, on est pourchassé par le temps. Je suis obligé de vous interrompre pour poser cette question. Plus d'une 300aine d'agents de développement local, les ADL, seraient mis de côté par leur tutelle, c'est-à-dire vous, et à date... Vous m'entendez, monsieur le ministre? Vous m'entendez maintenant? Allô, vous m'entendez? Allez-y, Roby. Je disais, plus d'une 300aine d'agents de développement local, ADL, seraient mis de côté par leur tutelle, c'est-à-dire vous, et à date, ils nous parlent des arriérés de près de 1 an de salaire non payé. Qu'en dites-vous? Lorsqu'on a la possibilité et peut-être même l'honneur d'être dans un média qui est très écouté sur certains sujets, la logique voudrait qu'on puisse prendre le minimum de temps pour recouper les informations. Monsieur le ministre, je pose la question. On a été saisi par ces agents. Je remonte une question. Vous me laissez finir. Oui. Sur la tête, parce que je suis plusieurs fois revenu sur cette question. Les agents de développement local, j'ai été moi-même ADC, à l'époque on disait agent de développement communautaire, j'ai été agent de développement communautaire dans plusieurs collectivités du pays. Les agents de développement local, ces ADL dont vous parlez, ne sont pas des employés du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Encore moins des travailleurs de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. Je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai travaillé dans ce secteur, j'ai été ADL, j'ai continué à utiliser aussi des ADL. Dans le cadre du processus de transfert des compétences aux collectivités, l'organisation que moi-même je dirigeais, c'est nous qui avons initié le transfert des agents des ONG locales aux collectivités locales. C'était dans la région de Zérékoré. Ce que je dis, Roby sait très bien de quoi je parle parce que il y a quelqu'un qui a travaillé dans ce processus avec moi qui est proche de lui. À l'époque, on appuyait les collectivités, on recrutait des agents pour les collectivités afin de faire leur accompagnement. Maintenant, dans le but de rendre effectif le transfert des compétences, en l'an 2015, on a décidé qu'au lieu de recruter les agents pour les collectivités locales, de payer l'argent directement sur les comptes des collectivités et pour qu'eux-mêmes ils recrutent les ADL pour leur accompagnement. Depuis 2015, c'est ce qui est dans toutes les collectivités de la Guinée. Donc ces ADL, leur contrat est annexé au plan de développement local des collectivités et au PAI de l'année en cours, au plan annuel d'investissement de l'année en cours. Le contrat annuel de l'ADL est fait en fonction du PAI, le plan annuel d'investissement de la collectivité donnée. C'est plus de 2015. Maintenant, à la prise du pouvoir par le CNRD, nous avons géré les comptes. Au mois de décembre, le 30 décembre, j'ai signé un courrier que j'ai envoyé à tous les mairies pour dire que, vu que vous n'allez pas avoir de PAI pour l'année 2021 en attendant la vérification de vos comptes, vous devez mettre fin à tous les contrats des contracteurs que vous avez dans vos collectivités parce que leur contrat est annexé au PAI des collectivités données. Donc, ce courrier a été envoyé à tous les maires, à tous les préfets, à tous les gouverneurs. Et tous les maires ont été conviés aux chefs des régions. Il les a été expliqué qu'ils ne peuvent plus continuer à prendre, à renouveler les contrats de ces agents de développement local appelés les ADL dans les collectivités. Quand cela a été fait, de janvier 2021 jusqu'en décembre 2021, aucune collectivité en Guinée n'a eu de PAI. Aucune collectivité, signe et je persiste. Donc, quand on me dit qu'ils ont des arriérés de salaire, les arriérés de salaire que ces ADL avaient, c'est entre la prise du pouvoir le mois de septembre et le mois de décembre 2021. Et là, je reconnais et j'ai donné des instructions à ce que toutes les collectivités puissent payer les 3 mois d'arriérés de salaire à tous les ADL. Maintenant, de janvier 2021 jusqu'à là où je vous parle, aucune collectivité ne dispose d'un PAI, à l'exception des communes de Conakry qui viennent d'actualiser leur PDL, qui sont maintenant sur le processus de PAI. Donc, c'est vous dire que ceux qui vous disent que les ADL sont mis de côté, ils sont restés 9 mois ou 10 mois ou 1 an sans salaire, ils n'ont aucun contrat, mais mieux. Leur contrat, s'ils doivent l'avoir, est annexé au PAI de la collectivité. Donc, lorsque la collectivité n'a pas de PAI, on ne peut pas parler alors d'accompagnement. Parce que là, ils sont recrutés pour accompagner la mise en œuvre de ce PAI. Donc, quand il n'y a pas de PAI, on ne peut pas parler d'existence d'ADL. Mieux, les contrats sont arrivés à terme, ça a été notifié clairement. Aujourd'hui, ce débat n'a pas raison d'être. Mais mieux, nous avons recommandé récemment à toutes les collectivités dont l'actualisation des PDL et des PAI vont débuter à partir du 15 de ce mois. Nos équipes sont en train de se préparer pour la révision du guide
On a demandé à nos équipes que les ADL là, qui ne sont pas de la fonction publique, parce que l'autre précision que je n'ai pas fait, tous les 300 et quelques ADL, après une évaluation que le MATD a fait en 2022, plus de 280 sont sous double mandatement. C'est-à-dire qu'ils sont payés antérieurement par les collectivités depuis plusieurs années, en même temps ils sont fonctionnaires au ministère de la fonction publique. Donc ils sont payés 2 fois. Maintenant, on a fait ce travail en 2022. Le directeur de l'ANAFIC nous a transmis la liste des 200 et quelques ADL qui sont concernés par ce double mandatement. On devait engager des poursuites judiciaires contre eux afin qu'ils reversent aux collectivités l'argent qu'ils ont pris depuis l'année 2015 étant fonctionnaires. Pour le moment, ce dossier-là est pendant. Nous avons dit alors, ceux qui ne sont pas du tout fonctionnaires, que ces collectivités-là, dans le cadre des recrutements prochains, puissent favoriser le recrutement de ces ADL qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Mais ceux qui sont des fonctionnaires de l'État, même si on doit les reprendre, on ne peut plus les reprendre parce qu'ils deviennent des agents qui sont sous double mandatement au niveau de la fonction publique. Voilà. Le ministre Maury Condé en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Grand merci à vous. Le temps d'une pause, mesdames et messieurs. On reviendra à 11h avec nos invités, évidemment, qui se préparent. On parlera en politique et puis on reviendra largement, évidemment, avec cette sortie de ministre Maury Condé. On revient à 11h. Oui, et sur Espace TV également, vous nous écoutez aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Retrouvez l'intégralité de l'émission évidemment sous les coups de 18h. Mesdames et messieurs, merci à vous tous évidemment à l'international. Mon cher Obi, on a écouté le ministre Maury Condé qui était sur notre antenne ce matin. Oui, on l'a écouté. C'était dommage que sur la question des ADL qui s'emporte un peu parce que c'est sur la base des rumeurs que nous avons eu finalement des agents. Non, non, j'en viens. Mais vous êtes pressé. Comment ça, on est pressé? Mais attendez-moi. Mais attends, écoutez. Mais... Je dis, Madame Yoro, écoute-moi. C'est ça. Madame Yoro, vous pouvez prendre le temps de m'écouter? Allez-y. Je peux? Vas-y. Je peux? Oui, mais vas-y. Sur la base des rumeurs qu'on a rencontré finalement les agents de ADL, les agents de ADL, parce que la rumeur courait depuis très longtemps. Roby n'a pas tort. Voilà que l'information qui n'est pas vérifiée reste une rumeur. Une rumeur. Et merci, donc nous avons rencontré. Merci Tamba. Tu es bien ce matin. Merci. Oui, malgré le mal que tu m'as fait à la pause, je suis bien malgré le mal que tu m'as fait à la pause. Ça reste entre nous. Et donc on a rencontré des agents des ADL qui nous ont finalement confirmé l'information, c'est-à-dire confirmé la rumeur, soi-disant qu'ils ont fait 1 an sans être payés et qu'ils avaient été démobilisés. Et donc on s'est donné la peine, on s'est donné le métier nous le permet d'imposer la question aujourd'hui au ministre Maury pour qu'il ait l'occasion d'éclairer la lanterne des 300 et quelques agents ADL qui quand même à un moment donné ont rencontré pour une fois à un moment donné le président de la République. Pour votre information, ils leur ont posé leurs doléances, ils leur ont posé la problématique qui est liée à leur tutelle. Le président aurait donné l'ordre de débloquer les fonds pour les payer et voir un peu leur réintégration, ce qui aurait été dit, ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi ils nous ont relancé cette semaine dernière. Je pense que Jacques était déjà au courant, je l'ai ramené remonter les informations plusieurs fois. Et donc, nous avons saisi la perche. Le ministre étant la tutelle étant là, on lui a posé la question pour qu'il puisse nous expliquer, expliquer à ses agents ADL. Je pense qu'il avait l'occasion en or, il a eu l'occasion en or de le faire. J'espère qu'après son explication, les agents ADL vont comprendre et ou alors ils vont toujours revenir vers lui pour plus d'éclaircissement. Il n'avait pas à s'emporter, c'était un besoin de communication qui se faisait pressant et il l'a fait. Ça, c'était l'autre point. Bien une fonction publique pour les collectivités de Guinée. Il intervient là-dessus, mon cher Tama. Moi, je pense que c'est une très très belle initiative. C'est une des meilleures sur les activités que le ministère est en train d'initier. Ça va résoudre à minima un certain nombre de questions. C'est par exemple la stabilité dans les carrières au sein de la fonction publique. Vous savez, là où ils sont aujourd'hui, le maire a des agents locaux souvent, et puis c'est vrai, il y a un personnel déconcentré qui est détaché donc de l'administration centrale qui vient vers les collectivités. Malheureusement, il n'y a aucun encadrement particulier. C'est pourquoi je lui posais la question du régime de gestion de ce personnel-là. Sur les agents locaux, le maire regarde à sa collectivité, il regarde à ses parents, il regarde à sa famille, il dit, bon, toi,
cherche un emploi pour toi, il te recrute. Dès qu'il y a des soucis de trésorerie au niveau des municipalités, vous êtes la première cible. C'est vous que l'on va abandonner. Votre emploi n'est pas garanti du tout. Vous êtes à la merci du maire. Quand il n'est pas content, vous allez... Les grandes gueules. Quand il est fâché, il est à l'aise, vous allez le subir. Même votre salaire peut osciller comme ça en fonction des humeurs du maire. Il n'y a aucune protection sociale sur ce type de travail. Ouais. Et donc, une des prérogatives, une des vocations d'avoir une C'est un fonction plein trop de publique... pouvoir ou pas? Lamine, le maire n'est pas simple. C'est pas simple dans notre c'est pays. juste ici. Il en sait quelque chose. Hein. Les grandes Il en sait à Paname. À Paname, les maires sont puissants. Le maire n'est pas. Ouais. Le maire n'est pas n'importe qui. Tu joues pas avec un maire en France. Toi-même, tu sais. Joe, attends. Le maire de ta Roby. Voilà, allez-y. Donc le maire, c'est quand même Pas possible. c'est pas une responsabilité banale. Ouais. C'est pourquoi quand j'ai vu les gens se Mais c'est présenter, pas un roi non plus, mon cher. quand j'ai vu les gens se grandes présenter, vouloir tenir une municipalité. C'est l'autorité la plus proche du peuple qui soit élu, le maire. Alors, Allez-y. donc quand j'ai vu les gens se présenter, vouloir briguer ce type de responsabilité, je me suis dit, ils vont faire mal à nos communautés, parce que quand vous arrivez, ça, on vous a dit, il y a ce maire qui était convoyeur, il gérait la ligne de transport d'un coin là, c'est ça, il a fait toute sa vie, et puis après les élections, avec le RPG Arc-en-Ciel, on l'a imposé à la Jean-Marc, collectivité, il notamment. s'est imposé à nous, et donc quelqu'un comme ça, et d'ailleurs, Maury l'a dit dès le départ, vous savez, le tableau de bord de gestion des collectivités, c'est bien le PDL, le plan de développement local. Oui. À lui est assorti un PAI, c'est le plan annuel d'investissement. Les grandes Mais la gueules. planification, j'ai fouillé parfois sur le site du département. D'abord, vous n'avez pas accès à ces documents-là. Mieux, vous allez découvrir que la plupart, elles sont rares les municipalités de Guinée qui sont capables de produire de manière autonome leur propre plan de développement local. Le ministère est obligé de les accompagner. Les partenaires comme ENABEL, comme l'Union européenne, sont obligés d'accompagner les collectivités dans la production des supports même qui vont encadrer la gestion des collectivités. C'est pourquoi l'initiative de la formation qu'il a évoqué, cet institut chargé de la formation des collectivités, Oui. qui va donc créer à Sérédou, et avec des antennes régionales, est une chose à saluer. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut premièrement Les grandes que le gueules. ministre fasse un diagnostic des besoins en termes de formation de ces élus dans leur totalité, mais aussi même du personnel détaché, du personnel déconcentré qui est détaché. Il faut faire ce travail-là. C'est quand on va savoir les besoins que l'on va apporter la formation qu'il faut. Il y a des outils pour ça aujourd'hui. Ouais. Le département en a. Je pense qu'il faut commencer par là. Bien sûr. Mais en terminant, en ayant écouté le ministre, en terminant Lamine, moi, ma préoccupation, je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'avenir de nos collectivités. Ouais. Notamment celles qui abritent des activités minières. Vous avez vu Fria, ce qui s'est passé. Déjà, la ville, on l'a créée adossée à l'usine. Sans l'usine, il n'y avait pas de ville. Bah ouais. Fria était belle. C'est un peu comme ça aussi, d'ailleurs, hein. Mais c'est la même histoire. Voilà, c'est bien cela. Mais vous avez vu quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris de la situation de Fria? Pour commencer à prévenir Kamsa, pour commencer à prévenir Sangaredi, pour commencer à prévenir Bokeh, je vais vous dire. Lamine, chez toi, Oui. d'où tu viens, Oui. qui a abrité ta famille. Finalement, au j'ai fond des du origines, soir. en fait. Bon, aujourd'hui, je te la prête. Eh ben. Je te prête des origines. mais regarde ce qui va se passer si rien n'est fait. Je vais vous dire, l'exploitation minière, Oui. surtout ce type, l'exploitation minière anarchique traditionnelle, Ouais. ça crée du parasitisme. Les gens ne se prennent pas en charge, ils vont pas travailler, ils vont creuser un peu de terre, ils ont un peu d'or, ils vont revendre. Ça crée de l'oisiveté, de la dépendance chez les collectivités. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? La mine, on a dit penser l'avenir. Ouais. Penser l'avenir par de l'innovation sur les territoires. Il ne faut pas que l'activité Ouais. soit... Mais c'est surtout l'audace aussi, hein, Tamba. J'ai fait le tour la dernière fois. Je suis passé par Beila. C'est des jeunes que j'ai rencontrés, je vais dire, à l'hôtel de ville. C'est juste incroyable. Lamine, quand tu as un élu local, Ouais. tu lui dis, c'est quoi les principaux types de revenus de ta collectivité? Et qu'il n'est pas capable de te dire ça. C'est quoi les sources actuelles et les sources potentielles de revenus? Il n'est pas capable de te dire ça. Lui, il va aider les gens comment? Bien. Mais malheureusement, il y a des gens, Lamine, j'ai terminé là-dessus, il y a des techniciens aujourd'hui en Guinée. Au sein du département, il y a des techniciens, il faut le reconnaître. Dans nos facultés, il y a des gens qui sont bien formés,
et tout, qui sortent avec ces ressources-là. D'autres ressources nous viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qui bloque? La mine, il faut avoir de la vision. Bien. Il faut avoir de la vision, de la planification pour opérer ce travail obligatoire. Si on laisse cette histoire environnementale avec le ministère de l'Environnement, vous savez ce que Environnement et Eaux et Forêts nous ont fait. Si on laisse avec eux, c'est un véritable problème. Bien. Il faut qu'au sein du département, il y ait cette réflexion sur l'innovation territoriale qui va permettre aux collectivités d'identifier de nouvelles activités et donc de nouvelles sources de revenus autres que l'exploitation minière qui en effet a aujourd'hui plus, malheureusement je vais vous le dire, ça a aujourd'hui plus de dégâts sur la vie des Guinéens, sur notre environnement, que davantage pour chacun d'eux. Juste pour enchérir avec Tamba, pour dire que les initiatives prises par le ministère de l'Administration créent certes la compétition entre les collectivités, mais cela dépend de la manière dont les choses sont prises, parce que lui-même il est incapable de nous dire qu'au sein des collectivités il y a une remontée d'informations selon les besoins. Ça, c'est dû à l'incompétence. Et il va plus loin. Il dit désormais, on va faire en sorte que, par exemple, ce convoyeur dont parle Tamba n'ait plus la possibilité d'être élu à la mairie. Mais comment le fait-on du point de vue de la législation quand on sait qu'il est guinéen, il a le droit lui est concédé de se présenter à une élection communale. Légalement, comment on le fait, il ne nous l'a pas dit. Donc, il y a beaucoup d'insuffisances dans la communication du ministre qui fait que cette question de fonctionnalité au niveau de la collectivité est certes une bonne chose, mais la pédagogie n'y est pas, les gens ne le comprendront pas parce que les préalables n'ont pas été faits. C'est comme si vous créiez un hôpital avant de former les médecins, l'hôpital va rester fermé. Je pense que le préalable était d'abord de prendre la chose au sérieux, de former les cadres qui, certes, vont encadrer les mairies avant que les maires ne viennent, avant de mettre le processus en marche. Mais même si nous le faisons maintenant, c'est sûr que ça créera plus de problèmes que de solutions. Bien. Il m'étonne sincèrement ce matin, mon cher Roby. J'ai l'impression d'avoir deux Tamba dans l'émission ce matin.